Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ces travaux de Cagne, finalement, des exercices, des dissertations de commentaires, mais qui permettent une réflexion sur des sujets. Donc ici, la question c'était pourquoi y a-t-il plusieurs arts? Et donc j'ai donc lu 14, et comme commentaire, introduction, des questions à transformer en problèmes, partie 1 à rapporter davantage au sujet, partie 2 des idées pertinentes à approfondir, partie 3 à mieux présenter, l'analyse a tendance à se transformer en jugement de valeur au début, les analyses qui suivent sont plus démonstratives, assez bien pour la conclusion. Le mot d'art regroupe différents champs d'expression artistique. Un artiste peut être aussi bien un peintre qu'un chanteur, un danseur ou un acteur, tandis que le mot menuisier ne désigne rien d'autre que le métier de menuisier. Pourquoi donc existe-t-il plusieurs arts? La question se pose si l'on considère que l'art remplit une fonction précise. Dans le domaine technique, il y aura toujours un instrument ou une machine plus efficace qu'un ou qu'une autre en vue d'une fin. Par exemple, pour réchauffer un plat, un micro-ondes est plus rapide et efficace qu'un feu de bois, raison pour laquelle celui-ci est devenu obsolète. Si les arts visent quelque chose, même s'il s'agit de nous faire vivre une expérience artistique, qu'il faudra chercher à définir, il n'est a priori pas absurde de se demander si l'un d'entre eux ne serait pas plus efficace que les autres, et en ce sens rendrait ces derniers comme obsolètes. Si l'on peut dire ceci est une expérience artistique ou ceci ne l'est pas, c'est qu'il y a bien sinon un but de l'art, du moins un effet qui lui est propre, qui est reconnaissable en tant que tel. On peut alors se demander si certains objets sont susceptibles plus que d'autres de le faire advenir en nous, en termes aussi d'efficacité et ou de qualité, si cela a un sens. L'existence de fait de plusieurs arts tient-elle à leur complémentarité, à leur insuffisance ou à autre chose? Nous verrons d'abord que, contrairement à la technique, l'art n'est pas à proprement parler un moyen en vue d'un but. Il n'a pas d'utilité pratique, ce qui peut expliquer cette diversité de formes. Il vise la production d'expériences singulières et non une efficacité aussi uniforme que possible. Mais cela pourrait expliquer la présence de plusieurs artistes sans suffire à justifier celle des arts. Il s'agit alors d'essayer d'observer ce qu'il peut y avoir comme différence de nature entre les arts. Mais alors si ces arts sont si divers et justifient ainsi leur existence, comment les unifier sous le même nom? Qu'est-ce qui les lie pour qu'ils soient à la fois si différents et similaires? Nous proposons comme réponse l'expérience esthétique de la beauté, en montrant en quoi hiérarchiser des arts n'a pas de sens de ce point de vue, et donc en quoi aucun n'est superflu. Si le but d'une œuvre d'art est de faire naître une expérience artistique, pourquoi plusieurs arts existent-ils au lieu du plus efficace pour ce faire? Cette problématique tient probablement au fait que, contrairement à un objet technique fabriqué pour accomplir une tâche clairement définissable et conceptualisable, l'expérience artistique pose plus de difficultés. Dans le premier chapitre de l'art comme communication, Jean-Paul Doguet fait ainsi la distinction entre art et technique. Il explique que l'absence d'utilité est sans doute ce qui fait qu'il n'y a pas de progrès en art, à l'inverse de la technique qui au contraire est vouée au progrès et même le commande. L'art ne vise ni une utilité sensorielle, l'agréable, ni une utilité pour la morale ou la raison, comme le dit Kant en parlant du beau comme d'une satisfaction désintéressée. Ainsi, comment conceptualiser une satisfaction en lui donnant des conditions pratiques et suffisantes, sans compromettre le désintéressement? Si ces conditions peuvent être connues et attendues, alors un intérêt est en effet présent. Jean-Paul Doguet définit dans le même ouvrage l'expérience artistique comme une expérience affective intime, qui n'est jamais purement passive. La subjectivité qu'implique ces termes ne permet pas de supposer qu'il existerait une recette de l'art faite pour déclencher l'expérience artistique par excellence. Celle-ci peut être multiple, générer des émotions tout à fait différentes, peur, fascination, colère, tristesse, joie. Il semble alors que l'essence de l'art soit d'être divers et original, pour proposer des expériences nouvelles et singulières qui nous décentrent de nous-mêmes, qui nous dépassent. Pourtant, Kant dit quelque chose du beau qu'on pourrait appliquer à l'art, à savoir qu'il me semble fait pour moi, pour que j'éprouve cette expérience, mais l'on pourrait ajouter « fait pour moi pour que j'expérimente quelque chose qui déplace mes préjugés ». On n'est donc toujours pas dans l'attente d'une fonction précise, puisqu'il s'agit d'une expérience qui surprend toujours, et qui seulement a posteriori, au futur antérieur, aura semblé m'avoir été destinée. Soit les arts permettent des expériences originales et singulières, mais cela pourrait justifier uniquement la présence de plusieurs artistes dans un même art. Y a-t-il une particularité radicale de chaque art? Peut-être. C'est ce que suggère Schiller lorsqu'il écrit que la musique vise les sentiments, la poésie l'imagination et l'art plastique l'entendement. On a d'ailleurs nos préférences dans les arts et pas seulement dans les œuvres. On peut d'abord distinguer par exemple les arts temporels, qui sont la musique, la littérature et le cinéma, tandis que la peinture et la sculpture se perçoivent le plus souvent dans leur entièreté d'un coup d'œil. La danse se distingue par la pantomime et elle rejoint la musique et le cinéma dans un certain art du mouvement. D'ailleurs, la danse a besoin de la musique souvent.
Aussi, la première sollicite la vue alors que la seconde sollicite principalement l'ouïe. Elles passent toutes deux par une sorte de langage universel, tandis que la littérature et le cinéma parlant nécessitent la maîtrise d'une langue particulière, et l'art plastique celle de symboles culturels par exemple. Un film est un objet d'art visuel qui contient également du langage et de la musique, ce qui peut en faire un art total comme l'opéra. Sauf qu'un film sera toujours le même, alors qu'un opéra, comme une pièce de théâtre ou de musique, se joue nécessairement différemment d'une fois sur l'autre, car ce sont des arts de représentation et d'interprétation, comme le cinéma. Le ou les créateurs et les interprètes peuvent y être des personnes différentes. Ainsi, tous les arts ne sollicitent pas les mêmes sens, les mêmes catégories de l'entendement, espace et ou temps, temps et espace pour la danse, espace pour la peinture. Les différents intermédiaires qu'ils sont donnent bien des expériences différentes. Si les expériences artistiques peuvent être de genres si divers, comment est-on alors capable de toutes les unifier sous ce même nom d'expérience artistique ? Nous avons évoqué la lettre de Schiller où il indique selon lui les effets respectifs de 3 arts différents. Mais dans la même lettre, il précise qu'il existe entre eux des vases communicants qui peuvent et même doivent se faire sentir. Par exemple, la peinture et la poésie doivent aussi se faire musique. Si l'on se penche sur le point commun qu'il peut y avoir entre ces expériences artistiques, qui, comme nous l'avons vu, peuvent susciter des émotions très variées, il semble que ce soit qu'elles plaisent, au sens large. Or, il est étonnant que la tristesse puisse plaire, par exemple. Ce n'est sans doute pas la tristesse en tant que tristesse qui plaît, car il n'y a aucune commune mesure ou nature entre celle que l'on ressent après la perte d'un proche et celle que l'on ressent en écoutant une élégie de Schubert. C'est qu'avant d'être triste, ou en même temps, cette tristesse est belle et plus intéressante que douloureuse. On pourrait soutenir que quand l'art dépend de la beauté, et là c'est une réflexion de Raphaël Enthoven que je propose, l'art ne dépend que de lui-même, car c'est à la beauté qu'on doit de faire une différence entre l'art et toutes les tentatives de mettre l'art au service d'une autre cause que lui-même, ce qui permettrait de comprendre l'application possible des propos de Kant sur le beau ou sur notre expérience du beau à l'art et à l'expérience artistique. A l'inverse, si l'on considère que la beauté est une valeur bourgeoise, c'est une citation de Raphaël Enthoven, à laquelle l'art aurait tort de s'en tenir, alors l'évaluation d'une œuvre repose non plus sur l'œuvre elle-même, mais sur par exemple son message ou la quantité de vertu qu'elle contient. À ce compte-là, n'importe quoi peut devenir une œuvre d'art, même le rien, par exemple 4 minutes 33 de John Cage, puisque l'artiste, dispensé de produire de la beauté et donc d'avoir du talent, accole à son œuvre le discours audacieux et consensuel qui fait plaisir à tout le monde. L'imagination, en quelque sorte, est alors au service de l'entendement, au lieu que l'entendement soit au service de l'imagination. Si l'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, d'une belle chose, écrit Kant au paragraphe 48 de la critique de la faculté de juger, il veut néanmoins la belle représentation d'une chose. 4 minutes 33 est la représentation d'une belle idée, écouter la musique possible des bruits quotidiens, mais du même coup, elle fait reposer sa beauté sur le hasard du moment et non sur l'œuvre produite elle-même. Elle consiste précisément à ne pas être elle-même. Le sentiment d'une beauté qui apparaît comme une évidence sans vérité, c'est-à-dire sans concept qui la prédéterminerait et l'expliquerait, serait donc le point commun à toute expérience artistique vécue comme telle. Les arts sont donc bien diverses modalités ou formes qui peuvent engendrer un même type d'expérience, mais cela ne signifie pas que les modalités différentes n'apportent pas avec elles leur propre richesse et spécificité, comme nous l'avons vu en distinguant les arts selon diverses classifications. L'erreur serait de croire, dans une sorte d'idéalisme, que les faits seraient indépendants de l'expression, comme le dit Wittgenstein dans les leçons sur l'esthétique. Il parle d'une chanson dans laquelle c'est l'expression qui importe. Soit, donnez-nous l'expression sans la chanson. Auriez-vous encore l'expression dans ce cas ? De la même manière, CF l'erreur de croire que le mot ne fait pas la pensée, mais se borne à l'accompagner. On peut obtenir un effet similaire avec le spectacle d'une danse ou d'un chant, une expérience artistique qu'on a définie comme sentiment d'une beauté évidente sans concept, Kant, et qui peut être accompagnée du même type d'émotion, mais sans jamais être identique. D'ailleurs, de la même façon, on ne pourrait ici séparer ce sentiment de beauté de l'émotion que ce spectacle suscite, bien qu'il puisse évidemment être éprouvé par ailleurs sans cette émotion-là. Un dernier problème demeure dans le fait de dire qu'un art serait plus susceptible qu'un autre, en efficacité et ou en qualité, de donner une expérience artistique. Ce serait considérer qu'il y aurait des choses précises à faire pour engendrer au mieux une telle expérience. Or, en plus de la démonstration kantienne de l'absence de concept déterminé du beau et donc de l'art qui y participe, il n'y a pas de sens à dire par exemple face à un acrobate « bof, j'ai vu plus impressionnant ». S'il y a en effet différents niveaux techniques nécessaires pour transmettre un art, ils ne sont pas suffisants. Ce n'est jamais cela qui nous touche. Cela impressionne notre raison. C'est pourquoi Wittgenstein explique en parlant d'un poème qu'on ne pourrait pas en prendre un autre en disant à quelqu'un
Tenez, il fait le même effet. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas le même. Ce qui nous touche dans l'art est précisément inexplicable. Jean-Paul Doguet écrit dans L'Art comme communication: l'acte de production matérielle secondaire se prolonge mystérieusement dans l'expérience esthétique d'une œuvre par un autre. Ici, c'est pour nous l'adverbe qui est important. Lorsqu'il entend pour la première fois la petite phrase de la sonate de Vinteuil, Swann, dans Du côté de chez Swann, parle d'un bonheur noble, inintelligible et précis. Inintelligible parce qu'inexplicable, et paradoxalement pourtant d'une grande précision, ce qui rend cette expérience artistique encore plus magique, mystérieuse. Partant de là, des œuvres dignes de ce nom ne sont pas forcément hiérarchisables, tout particulièrement dans des styles et plus encore des arts différents. Imaginons quelqu'un dire « j'adore ce poème » et un autre lui répondre « oui, enfin, ce menuet est meilleur, il fait vivre davantage une expérience artistique ». Il serait hors sujet, cela n'a rien à voir. Plusieurs arts le peuvent. Si le menuet est meilleur, ce n'est pas parce qu'il est un menuet et le poème un poème, mais parce que celui-ci serait mauvais. D'autre part, puisqu'il n'y a pas d'utilité ni de progrès en art, ce n'est pas parce que le menuet lui fait vivre une expérience esthétique plus intense que toutes celles qui lui sont moins intenses perdent tout à coup toute valeur ou raison d'être. Elles sont, de toute façon, radicalement différentes. Alors qu'une chaise bancale n'a qu'à être jetée au profit d'une chaise stable. Cette pluralité des arts existe peut-être justement pour toucher des personnes différentes, ou plutôt, elle le permet, parce que les artistes ne choisissent évidemment pas leur art en fonction des gens. Ils choisissent, si l'on peut parler d'un choix, celui qui leur parle le plus à eux, qui leur est naturel d'une certaine manière, nécessaire. Chaque art a donc ses particularités, ce qui ne signifie pas que l'un est moins un art qu'un autre ou moins bon. Et même si c'était le cas, admettons par exemple, à l'instar de nombreux écrivains, que la musique serait supérieure en tant que langage universel qui parlerait directement au corps, vibrations, aux émotions, cela n'invaliderait pas les autres pour autant parce qu'ils proposent des expériences différentes par définition et non pas de fin précise. On pourrait parler de finalité, l'expérience artistique qui est vécue de fait, sans fin, but d'utilité. Une œuvre est unique, elle n'est pas produite en masse en vue d'un même usage pour tous, même si des artistes comme Warhol se sont amusés avec cela, l'ère de la reproductibilité technique. Chaque art n'est donc ni suffisant ni insuffisant, il n'y a pas de sens à en parler en ces termes. Chacun se suffit en lui-même dans le sens où son existence se justifie, peu importe la qualité des autres arts, mais les arts peuvent aussi se combiner, se compléter, font appel à des sens différents et de façon différente. Il y a plusieurs arts parce qu'ils sont humains et que nous sommes sensibles et attentifs à toutes les possibilités qu'offre notre corps, comme lorsqu'il s'agit de buts techniques. Mais l'art étant ainsi différent de la technique, il n'a pas d'utilité pratique, donc de progrès, donc d'obsolescence. Les arts sont à la fois radicalement différents dans leurs procédés et leur rapport à nous, nos sens, utilisation du temps, de l'espace, et similaires en ce qu'ils peuvent provoquer un sentiment de beauté sur un mode d'évidence qui n'est pourtant corrélé à aucune vérité. C'est ce qui rend ce sentiment perceptible dans tous les arts. Ils ne sont donc pas hiérarchisables de manière absolue, indépendamment de leurs différences, sans pourtant qu'ils puissent être détachés de ces procédés différents qui l'ont fait naître.